Vous allez écouter dans un instant une rencontre enregistrée samedi 27 novembre 2021 à la librairie Ombre Blanche avec Sylvie Mouessé, professeure d'histoire moderne à l'université Toulouse-Jean Jaurès et membre du laboratoire Framespa, autour de son ouvrage 1628, La peste ou la mort aux trousses, paru aux éditions Midi-Pyrénéennes. Le débat était animé par Didier Fouault. Bonjour tout d'abord et merci d'être parmi nous à une journée qui n'est pas des plus propices à sortir de chez soi, aussi bien à cause du temps et puis le Black Friday comme on dit maintenant, bien qu'on soit un peu Saturday, mais c'est pas grave. Nous avons pu reprendre après une année d'interruption pour des raisons que vous connaissez et qui vont d'ailleurs nous intéresser aussi au cours de cette matinée. Nous avons pu reprendre donc il y a à peu près un mois la série des conférences que l'on organise autour de la publication de petits livres consacrés à l'histoire de Toulouse dans une collection que j'ai l'honneur de diriger, qui s'appelle « Cette année-là à Toulouse » et qui, comme son nom l'indique, donc, se focalise sur une année. Et c'est à partir de l'événement marquant de cette année, qui sert de point de départ au livre, de réfléchir un peu sur le contexte général dans lequel se situe cet événement. Ça donne la possibilité comme ça de décrire la ville à une époque donnée, et puis aussi de réfléchir sur ce qu'il en reste aujourd'hui, aussi bien dans l'urbanisme, dans les institutions et aussi dans la mémoire des Toulousains. Je remercie donc la librairie Ombre Blanche qui maintenant depuis presque 3 ans nous accueille régulièrement pour présenter nos livres. C'est important pour nous de garder ce lien avec cette librairie, bien sûr, qui est une institution, on peut dire, importante de la vie culturelle toulousaine. Donc on renouvelle nos remerciements. Et aujourd'hui, donc, nous recevons Sylvie Mouessé, qui a publié un petit livre intitulé « 1628, la peste ou la mort aux trousses ». Alors, avant de commencer, donc, je présentais rapidement Sylvie Mouessé. Nous nous connaissons depuis longtemps, puisque nous avons travaillé pendant de longues années à l'université. Maintenant, je suis à la retraite, mais elle est toujours très active. Sylvie Mouessé donc, est spécialiste de ce que nous appelons dans notre jargon l'histoire moderne, c'est-à-dire l'histoire de l'Ancien Régime. Elle a travaillé notamment dans ses premiers travaux de recherche sur la peste, et notamment sur la région du Rouergue, et en particulier à Rodez, sur lequel elle a consacré une thèse. Et depuis un certain nombre d'années, elle s'intéresse plutôt à l'intimité des hommes et des femmes des années du XVIe siècle, XVIIe siècle, XVIIIe siècle, à travers les documents qu'il conserve, ce qu'on appelle par exemple les livres de raison ou les documents privés, ce que l'on, dans son jargon, les documents du fort privé. Et elle a engagé ces dernières années des recherches qui restent un peu dans la sphère intime, mais à ce moment-là, c'est sur les lieux, que tu appelles cela comment ? La mémoire des lieux ordinaires, c'est-à-dire un peu la vie, le cadre intime dans lequel vivent les gens à différentes époques, différents milieux. Donc, à la fois parce que nous l'avions sollicité, mais aussi parce que les événements l'ont un peu poussé à reprendre ses vieilles amours sur la peste, si je puis dire, elle nous a proposé l'année dernière, en plein confinement, ça a d'ailleurs été, je dirais, un élément qui lui a permis de passer cette période un peu difficile, de rédiger un petit texte sur l'année 1628. En effet, l'année 1628, c'est l'année où une peste, parmi certainement les plus importantes que notre ville ait connue, après peut-être la première grande peste du XIVe siècle, et une peste d'ailleurs qui a dépassé l'année 1628, elle nous en dira quelques mots. Alors pour vous inciter peut-être à lire le livre, je vais vous lire les quelques pages qui ouvrent ce livre. Qui vient à cette heure ?
Un homme seul déambule dans la ville déserte. Il marche à pas lents, s'arrête, hésite, reprend sa route. Dans les rues sombres de Toulouse, seuls les chats battent le pavé à cette heure avancée d'une chaude nuit d'août et pourront un jour témoigner de sa présence insolite en ces lieux. Comment diable a-t-il fait pour passer à travers les mailles du guet? Voilà presque un an que la peste rôde alentour. Les hommes de l'ordre, capitouls et officiers du Parlement, se tiennent informés de l'avancée du fléau. Née sur les champs de bataille de la guerre de 30 ans, la peste va d'un bon pas, nichée dans les hardes des voyageurs, soldats, marchands et autres colporteurs ou vagabonds. Elle fait étape à Lyon, Saint-Flour, Cahors, Cordes, Villefranche de Rouergue, point de suspension avant d'arriver à Toulouse. Alors peut-être la première question, je pense que ces quelques lignes vous inciteront peut-être à en savoir plus, et même si elles ont un côté un peu romanesque, je puis vous assurer que le livre est basé sur une étude très très solide de l'histoire de la ville de Toulouse à cette époque-là. Alors la question qui se pose, mais qui est ce mystérieux personnage qui est entré furtivement dans Toulouse et qui, semble-t-il, est porteur de choses qui ne seront pas très agréables pour la suite? Voilà. Je te laisse la parole. Est-ce que vous pensez qu'on a besoin d'un micro? Et c'est enregistré. Et ça... Alors, je garde le micro. Bonjour à tous, merci beaucoup d'être là. Je vais peut-être remercier les trois acteurs principaux du livre, c'est-à-dire tout d'abord l'éditeur qui est présent, Bernard Séden, l'éditeur des éditions Midi-Pyrénéennes. Ensuite, le directeur de collection, Didier Foucault, qui effectivement est un vieux complice, et nous avons déjà commis ensemble des études sur la peste. On avait aussi présenté ça rue du Sénéchal, si tu te souviens, il y a longtemps. Et enfin, la librairie Ombre Blanche, bien sûr, Christian Torel et toute son équipe qui permettent la diffusion de nos travaux. Alors, pour répondre simplement à ta question, eh bien, l'individu qui entre le soir du 18 août 1628 à Toulouse, alors qu'il fait très chaud, 18 août, il fait très chaud, il y a une humidité qui harasse les Toulousains, et puis surtout, un des acteurs principaux de l'événement qui va suivre, c'est le vent. Le vent d'OTAN souffle très très fort ce soir-là. Alors, qui est celui qui passe la porte Saint-Cyprien et qui passe le guet qui a été instauré dès le mois de juin? Eh bien, on n'en sait rien. On sait simplement qu'il est vêtu de vêtements de jacobin, pardon, on est à côté là. Il porte une robe blanche, il a un capuce, un couvre-chef noir, et il passe apparemment sans problème le guet, alors qu'il n'a vraisemblablement présenté aucun passeport pour ce faire. Et il entre en ville. Alors on le suit, il va directement au couvent des Jacobins. Donc il y a un double indice de son appartenance à cet ordre, et il frappe à la porte. Et là, c'est vrai, là, c'est peut-être le seul passage romancé du petit livre. Je lui ai fait frapper 3 fois à la porte des Jacobins, parce que je me suis dit, là, il fallait que le ressort soit bandé à ce moment-là, et que la tragédie puisse commencer. Donc, c'est les 3 coups de théâtre. Donc, il frappe une première fois, personne ne répond. Il frappe une deuxième fois, personne ne répond. Je l'ai imaginé, en fait, entrant en ville, la nuit, ne sachant où aller, ou sachant peut-être très bien où aller, c'est-à-dire chez lui, dans un couvent de son ordre. Les Jacobins n'ouvrent pas, donc il repart, et là, il prend certainement la rue Pérolière, et donc nous y sommes, hein, nous sommes sur les lieux, sur le terrain de l'événement, et il finit par trouver une auberge, l'auberge de la Couronne d'Or, près de l'église Sainte-Claire, où l'aubergiste lui ouvre sa porte et lui désigne une chambre. Bon, jusque-là, ce n'est même pas un événement. Et le lendemain matin, eh bien, on trouve l'homme mort dans sa chambre. Et là, cela devient un événement, parce que l'aubergiste Laborie
est en émoi parce qu'il a un cadavre chez lui. Il n'aurait jamais dû accueillir un individu étranger en état de quasi-vagabondage puisqu'il ne porte pas de papier sur lui. Et en plus, il ne sait pas qui c'est peut-être un criminel déguisé. Depuis le 28 juin, on interdit à tous les aubergistes et hôteliers de la ville de recevoir des étrangers chez eux. Étrangers, ça veut dire non toulousains. Hein. Donc là, il est en état il n'est pas en état d'arrestation, mais en tout cas, il mérite peut-être la contravention de 500 livres dont on menace les hôteliers depuis le mois de juin. Et donc, il fait un peu le tour du quartier, le tour de la ville, pour savoir comment il pourrait avoir l'identité du cadavre. Et puis, bon, le bruit court. Hein, la première rumeur, la première épidémie, finalement, c'est l'épidémie de la rumeur. Et la nouvelle vient aux oreilles des capitouls qui ne manquent pas de venir, d'observer l'état des lieux et d'appeler immédiatement les médecins du bureau de santé qui a été nommé peu de temps auparavant. Le bureau de santé, c'est à la fois un pool de médecins, finalement, un groupe de médecins, et aussi un capitaine de santé qui est là pour assurer le maintien de l'ordre, et le maintien de l'ordre sanitaire avant tout. Donc les médecins sont appelés. Parmi eux, il y a un certain Purpan, hein, dont la notabilité se fera au cours du temps. Et c'est le seul nom dont on se souvient aujourd'hui, finalement, hein, puisque Ré de Château n'a pas laissé de mémoire précise, enfin, à mon sens, peut-être que tu en diras davantage. Et puis, un certain Jean de Queyratz, qui lui est très célèbre à l'époque, puisqu'il vient d'avoir le prix de la ville, en quelque sorte, hein, puisque son ouvrage sur le bref recueil des remèdes pour se préserver et guérir de la peste vient de sortir, hein, vient d'être imprimé. Il est sorti le 30 juillet. Nous sommes le 19 août. Et donc, Queyratz s'est appelé. Et évidemment, les trois médecins, en observant le cadavre, sans le toucher, bien sûr, hein, désignent la peste. Et là, à partir de ce moment-là, on décide de taire l'information. Il ne faut pas que ça se sache, parce qu'il ne faut pas que l'épidémie de la rumeur se transforme en véritable champ de bataille dans la ville. Et il ne faut surtout pas exciter les Toulousains. Et on décide de l'enterrer de nuit à Saint-Aubin, hein, dans le quartier de Saint-Aubin, hors la ville, hein, hors les murailles. Et le vent souffle toujours aussi fort. Le cadavre est emporté par deux corbeaux, donc, hein, deux porteurs de cadavres, des corbeaux. Et le capuce noir du Jacobin choix, hein, tombe à terre, et une femme misérable le ramasse. Et cette femme misérable est en quelque sorte le patient zéro, hein, de Toulouse, puisque c'est elle qui va semer la peste. Alors, en fait, bien sûr, c'est plutôt le Jacobin, mais on a tendance à incriminer les femmes. Hein. C'est un phénomène récurrent. Souvent, ce sont les femmes qui sont à l'origine de la peste. Souvent. Alors, sont-elles plus mobiles? Sont-elles en permanence en contact avec plus de monde? Certes, oui, c'est peut-être le cas, mais bon, c'est un fait récurrent qu'il faut observer. Alors peut-être, disons, revenir sur la peste, puisque tu l'as rappelé, et le petit texte que j'ai lu tout à l'heure le rappelle, la peste est déjà présente en France et même au-delà, puisqu'il est question de la guerre de 30 ans. Donc peut-être situer ce contexte, et puis après, dans un second temps, voir comment réagissent les Toulousains, les autorités et les différentes catégories de population. Oui. Alors, cela fait 20 ans à peu près, hein, que Toulouse n'a pas connu de peste. La dernière peste datait de 1608. Alors, elle est à l'état endémique depuis 1346. On parle souvent de la grande peste de 1348, mais elle est déjà en Europe occidentale en 1346. C'est la deuxième grande pandémie. La première, c'est celle du VIe siècle, centrée autour de la Méditerranée, mais qui n'était pas entrée dans les terres. Hein, la première pandémie, 6e, 8e siècle. La deuxième pandémie, la grande pandémie qui gagne toute l'Europe jusqu'en Scandinavie, hein, et qui n'épargne pas les îles britanniques, celle-là, et qui pénètre à l'intérieur des terres,
elle démarre donc au XIVe siècle et elle trouvera sa date ultime. Enfin, elle disparaît en 1720 pour la France, hein, c'est la Grande Peste de Marseille, et en 1771, si ma mémoire, ou 81, je ne sais plus, 1781, je crois, c'est la Grande Peste de Moscou. Voilà, donc on est en pleine deuxième pandémie, et là, effectivement, le terrain de la peste, c'est celui des champs de bataille. Donc là, on est en pleine guerre de 30 ans. La France n'est pas encore engagée dans la guerre de 30 ans, mais elle en subit les conséquences, puisque l'Empire des Habsbourg, contre qui nous sommes en guerre, nous encercle de l'Espagne à l'Europe centrale. Et donc, les voyages incessants des soldats, eh bien, les soldats traînent la peste dans leurs hardes et sèment la peste sur les chemins, sur les chemins des champs de bataille. En plus, nous sommes engagés, même si nous ne sommes pas engagés encore dans la guerre de 30 ans, nous sommes engagés dans la succession du duché de Mantoue. Et là, ça regarde vraiment le sud de la France, dont Toulouse, puisque la France donc soutient l'un des prétendants, Charles de Nevers, et donc est en guerre encore une fois, contre l'Empire des Habsbourg, qui soutient un autre des cousins lointains du duc de Mantoue défunt. Donc là, il y a des mouvements de soldats vers l'Italie. Dans le Midi aussi, à la lutte contre les protestants, à La Rochelle, dans les Cévennes. Voilà. Et en plus, voilà, on est devant donc une guerre européenne qui en plus se double d'une guerre civile et d'une guerre religieuse, puisque là, Rohan est là, il est à Pamiers, Condé va frapper l'armée de Rohan et revient vers Toulouse. Enfin bon, voilà. Hein, donc ce sont les chevaliers de l'Apocalypse qui sont là, hein, c'est-à-dire la guerre, la famine et la peste sont le terrain privilégié de ce genre d'épidémie. Oui. Alors, comment réagissent les Toulousains ? Alors, les Toulousains, eh bien, que faire, hein, précisément, que faire face à l'épidémie ? Alors, pour eux, c'est évidemment une énième catastrophe. Hein. Pas une génération, finalement, si on réfléchit, n'est épargnée par la peste. Tous les 20, et même parfois dans des temps plus resserrés, tous les 20 ans au moins, hein, les Toulousains ont connu la peste. Donc, ils savent ce qui les attend. Et en plus, avant que le Jacobin ne pénètre dans la ville, elle rôde aux alentours. Et alors, ce qui est assez passionnant à observer, et d'ailleurs, il faudrait qu'un jeune historien se penche sur le cas toulousain, parce que ce n'est pas en 48 pages qu'on fait le tour du sujet. Mais l'une des archives les plus intéressantes à regarder, ce sont les correspondances entre les consuls, c'est-à-dire les maires et conseillers municipaux des villes environnantes, et les capitouls, hein, qui se tiennent régulièrement informés de l'avancée de l'épidémie. Donc les Toulousains, avant de voir la peste arriver à leur porte, ils écoutent, ils entendent les informations qui leur parviennent par ces correspondances consulaires, et donc ils voient la peste s'approcher. Alors, comment réagissent-ils ? Ils partagent une vérité établie et jamais remise en cause. La peste est un fléau divin. Donc là, qu'il s'agisse des gens du peuple ou du clergé, bien sûr, mais même des médecins, hein, c'est une opinion partagée. La peste est un fléau divin. Donc, la première des réactions, c'est de prier pour adoucir le courroux divin. Donc, les processions restent autorisées, les foires et marchés sont interdits, mais les processions restent autorisées. Et la prière est le meilleur remède, finalement. Et on attend que le courroux de Dieu s'apaise. Voilà, c'est le premier. Alors ensuite, bien sûr, comme cela ne suffit pas, hein, comme le courroux divin ne s'apaise pas, eh bien, il faut prendre des mesures. Et là, sur le terrain politique, à Toulouse, nous avons deux entités qui à la fois doivent se coordonner, mais qui souvent s'opposent. Hein. Ce sont les capitouls, d'une part, qui ont l'autorité sur la ville, et le Parlement, qui, lui, représente l'État et qui a une autorité sur l'ensemble de la province, du Languedoc, qui est une immense province. Et on pourrait la comparer, grosso modo, hein, je la dessine vraiment grossièrement, à notre Occitanie d'aujourd'hui, à peu près.
Et donc, les parlementaires, par voie d'ordonnance, règlent finalement la vie quotidienne des languedociens. Et ces ordonnances croisent évidemment les avis des capitouls, qui eux aussi rédigent un certain nombre de textes. Et globalement, ils s'entendent, même s'ils ne se supportent pas, même si la municipalité et le Parlement sont en conflit permanent. Mais là, il faut faire contre mauvaise fortune bon cœur et il faut réussir à s'entendre. Donc globalement, les décisions prises sont assez coordonnées. Alors, ensuite, dans les détails, évidemment, il y a toujours des problèmes. Et alors, que faire ? Eh bien, la première des réactions, et je pense que ça, on peut d'autant mieux le comprendre aujourd'hui, c'est d'autant plus facile à expliquer, notamment à des lycéens, à des collégiens ou même à des étudiants en première année. La première des réactions, c'est de la fuite. C'est-à-dire, c'est ce que nous avons presque tous fait au moment de l'apparition du Covid. Nous avons cherché à échapper. Alors, il y a Bernard qui dit non, mais alors, on ne l'a pas tous fait, mais quand on pouvait le faire, on l'a fait. Bon. Et donc, la fuite, elle concerne à la fois les élites. Ceux qui ont une villégiature à la campagne ne se posent même pas de questions. Ils s'enfuient. Même avant le 19 août et avant la mort du Jacobin, ils s'enfuient. Certains se sont déjà enfuis. Ils ont des métairies à proximité et donc ils vont respirer un air plus pur. Parce qu'on le verra sans doute avec toi, Didier, la théorie principale quand même, c'est... Alors, même, j'aborde pas le sujet, mais le mauvais air, l'air qui empeste, qui a laissé le verbe empester d'ailleurs, là aussi est une opinion partagée. Donc il faut aller respirer un air plus pur, si possible, à la campagne. Les élites ne sont pas seules à fuir. Bon, notons que dans toutes les villes européennes, le geste de survie, qui consiste à fuir, est observé. En amont de la peste de 1628 et en aval. Qu'on songe à Montaigne à Bordeaux, qui était maire de Bordeaux et qui a été le premier à fuir la peste en 1588. Qu'on songe aux élites de Londres en 1665. C'est Daniel Defoe, merci, qui a relaté cela dans un journal de la peste, qui est un très beau journal de la peste, écrit a posteriori, bien sûr, parce que Defoe n'a pas vécu à cette époque-là. Et qu'il s'agisse de Milan en 1630, enfin, c'est un phénomène observé. La fuite des élites est un geste tout à fait banal, tout à fait commun. Alors, ils n'ont pas tous fui. Les capitouls notent dans leurs annales qu'eux-mêmes sont restés. Alors, avec peut-être un degré de vérité qui serait à analyser de près. En tout cas, ils sont prompts à écrire que les parlementaires, eux, se sont enfuis. Eux, ils sont partis, tandis que les capitouls sont là. Alors, là aussi, c'est en grande partie vrai. Les parlementaires sont allés à Grenade, mais certains d'entre eux sont restés, comme par exemple le premier président, Gabriel Mazuillet, le premier président du Parlement de Toulouse, est resté en ville. Il est mort. Et il en est mort, exactement. Et il en est mort 3 ans plus tard. Oui. Et quant à l'archevêque, on parle beaucoup d'archevêque ces temps-ci. Quant à l'archevêque de Toulouse, l'archevêque Montchal, il se trouve que juste avant le début de l'épidémie, il a été convoqué à Paris pour des affaires urgentes. Donc, il est parti, mais il n'est pas revenu. Il a dit que les affaires le retenaient à Paris et qu'il rentrerait dès qu'il pourrait. Il a fait sourire les capitouls, d'ailleurs, qui notent que quand il promet de rentrer, il promet... une procession jusqu'à Notre-Dame de Garaison en Gascogne, et en fait la peste est déjà terminée. Donc ça, la notice dans les annales est assez amusante parce qu'on voit le sourire des capitouls qui n'est pas très amène vis-à-vis de l'archevêque. Il y a quand même des religieux qui s'impliquent beaucoup. Alors, il y a des religieux qui s'impliquent beaucoup, effectivement. Alors, pour en finir avec ceux qui sont partis, les élites ne sont pas seules à partir. Elles ont troussé bagages et s'en sont fuies, comme on dit à Rodez en 1630, ça c'est sûr. Mais elles ont croisé sur leur route, elles ont croisé des gens qui sont à pied et qui sont partis tout simplement parce qu'il fallait partir. Il fallait fuir le mal contre lequel on ne peut rien, le mal qui répand la terreur, et que le ciel en sa fera
l'erreur, etc. Bon, donc, alors, les gens qui n'ont rien partent donc sans bagage, et on les retrouve à quelques lieues, à quelques kilomètres de Toulouse, construisant des baraques de fortune, des cabanes, que l'on appelle alors dans les archives souvent des huttes. Donc ce sont des amoncellements de bois, et on s'organise comme on peut aux portes de la ville le plus souvent. Et j'ai oublié ce que tu me disais. Non, je parlais des clercs. Ça me peut peut-être rebondir là. Comment s'organise concrètement à la fois la vie des Toulousains, parce que et on va reparler des il y a clercs. combien à peu près 40 000 habitants. 40 000 personnes, donc c'est une ville quand même importante, voilà. avec un entassement de population assez grand selon les quartiers d'ailleurs, on a des différences. Et puis donc il faut vivre dans des conditions d'isolement, et puis il faut lutter quotidiennement contre une maladie qui fait énormément de victimes. Voilà. Donc comment tout ça se passe? Alors la ville est fermée. Elle est fermée même avant que la peste n'entre en ville, puisque le Jacobin a dû passer par les mailles du guet pour entrer. Bon, il est rentré facilement. Peut-être il a soudoyé aussi les agents du guet, qui sont, pour la plus grande part, des bourgeois de la ville. Bon, des habitants de Toulouse, donc. Et la ville est fermée. Foires et marchés sont interdits, parce qu'on estime, à juste raison d'ailleurs, on estime que c'est la mobilité c'est les mouvements de population qui propagent la peste. Donc il faut s'organiser. Alors, ce que font les capitouls, l'un des premiers gestes des capitouls, c'est d'essayer d'abord, ils sont un peu pris de court. Ils sont un peu sidérés, et donc on ne voit apparaître vraiment dans les archives de Toulouse, sauf peut-être que l'historien ou l'historienne qui prendra le sujet à corps et à cœur me contredira, et je l'espère. Mais en tout cas, moi, en 1628, je n'ai pas vu d'organisation précise du ravitaillement. En revanche, elle apparaît dès l'élection du capitoula suivant, qui, lui, a réfléchi à la situation et organise le ravitaillement. Tout simplement en ordonnant la réquisition des denrées qui sont sur place. Toulouse est une ville rurale, très, très, très intégrée dans un semi-rural dont on prélève les récoltes, les provisions, tout ce dont on a besoin pour se nourrir. Donc Toulouse est pleine de greniers, de réserves, de caves. Toulouse a donc des grains, a donc du blé, même de la farine, de l'huile, du fromage. C'est ce que réquisitionnent les capitouls dès janvier 1629. Et donc, réquisition obligatoire, alors avec parfois quelques coups de force, bien sûr. Et on essaye aussi de déjouer, de retisser la circulation des marchandises avec des villes qui n'ont pas été impactées par la peste. Donc on essaye de changer un peu nos réseaux nos réseaux commerciaux, mais ça aussi c'est au jour le jour, et c'est extrêmement difficile à organiser, et là les capitouls s'y emploient. Et puis pour acheter des denrées dans une région qui est complètement infectée à partir de 1628, et avec une peste qui va jusqu'à Mantoue et qui revient en 1630 par le sud. Donc on rejoue la peste à partir de 1630. Donc une peste sans cesse réactivée, c'est particulièrement compliqué. Donc le prix des denrées augmente, et là il faut faire appel à l'emprunt des gens aisés, donc à un emprunt forcé pour pouvoir acheter ces denrées. Et là les anciens capitouls donnent l'exemple. Et ils souscrivent à cet emprunt, sauf certains. Alors, en plus, c'est un certain Cadars, donc je le soupçonne d'appartenir à la famille Collet, qui est une famille Rouergat. Et donc, c'est un Rouergat qui, je pense, je suis à peu près sûr, qui refuse de contribuer. Son fils, pareil, donc deux capitouls et anciens capitouls, qui refusent de collaborer, de contribuer. Et de fait, les capitouls organisent la garde de son hôtel particulier en plein centre-ville, l'hôtel Collet, pour lui éviter d'être lynché par les Toulousains. Donc vous voyez le degré de tension aussi qui règne dans la ville. Alors quant aux clercs, oui, les clercs comme les récollets, les capucins notamment, et les cordeliers aussi, les clercs se mettent au service des malades.
Les malades, il faut d'abord les désigner, donc avant de les soigner. Et là, les médecins sont là pour justement désigner les maisons infectées. Alors, on fait comme on a toujours fait depuis le début de la deuxième pandémie, c'est-à-dire on peint une croix blanche sur les maisons et on désigne les familles ainsi. Mais au XVIIe siècle, on ne les enferme plus. On les enferme jusqu'à ce qu'on vienne chercher les malades. C'est-à-dire que la voie miasmatique, qui considérait que la peste était dans l'air et qu'il fallait donc enfermer les gens chez eux et les laisser mourir chez eux, a cédé la place désormais à la voie contagionniste qui considère que c'est le fait contagieux prédomine, c'est-à-dire c'est par contact qu'on se communique le mal, et de fait, il faut isoler les malades. Donc, les clercs participent grâce à la coordination du bureau de santé, donc du capitaine de santé, des médecins, des chirurgiens, des apothicaires et de tous ces contractuels, ces Uber de la peste, pourrait-on dire, qui sont embauchés à la va-vite et qui sont très nombreux parce que les chirurgiens, par exemple, ont été parmi les premiers à s'enfuir, parce qu'ils connaissaient trop bien comment on dit, le danger, oui, je cherchais le mot exact pour la contagiosité, voilà, de la maladie. Donc il faut remplacer ces chirurgiens au pied levé, et ce sont souvent des apprentis chirurgiens que l'on forme sur le tas. Et il y en a beaucoup qui meurent. Voilà. Une femme de chirurgien, oui, qui prend la place de son mari. Alors, ça reste parce que là, j'en ai beaucoup discuté, notamment avec Christine Doucet, qui a travaillé sur les femmes marchandes, notamment. Donc, elle me dit, oui, mais il n'est pas prouvé quand même que la femme du chirurgien ait pris le bistouri à la place de son mari. Elle a peut-être continué à gérer les affaires de son mari, mais sans pour autant y participer activement. Donc là, j'ai pas cédé à la tentative romanesque d'inventer une femme chirurgienne prenant les outils de son défunt mari. Mais en revanche, oui, on trouve quand même certaines femmes sur le terrain, comme la veuve de Buisson d'Aussonne, qui a participé activement aux soins des malades, d'un président de Parlement, veuve de président de Parlement, qui s'est dévouée, elle aussi. Et les malades, on les déplace, voilà, on vient les chercher. Donc le médecin qui est revêtu d'un curieux uniforme, d'un manteau de basane ou de maroquin, donc d'un cuir extrêmement épais, et qui certainement le protège de la contagiosité, notamment, tout simplement, ça le protège des puces aussi, tout simplement, puisque sous le vêtement de cuir, sous le manteau de cuir, il porte des vêtements de lin, donc aussi trame très serrée. Et puis là, ce curieux bec, nous ressemblons tous un peu aujourd'hui aux médecins de peste. Il y a certains masques, mais j'en vois pas là. Certains masques sont un peu plus pointus, et moi, chaque fois que j'en rencontre, ça me fait inévitablement penser aux médecins de peste. Ah ben, j'en vois peut-être un, voilà, oui. Et il porte ce curieux bec. Alors, là aussi, je file un peu le roman, parce que à Toulouse, il n'est pas prouvé qu'en 1628, on ait eu des porteurs de bec, des furies infernales, disait-on, à Villefranche de Rouergue en 1628, où là on les a vus, ces médecins-là. C'est une invention d'un médecin de Louis XIII, de Charles Delorme, en 1619. Donc cet uniforme existe. Il a été popularisé en fait à Venise plus tard, mais il existe dès 1619. Et dans ce bec, il est conseillé aux médecins d'avoir dans ce bec des herbes aromatiques. Donc là aussi, c'est pour finalement contrer l'air empesté. Le médecin respire des herbes aromatiques, du romarin par exemple, des clous de girofle, pourquoi pas, des choses comme ça. Et donc le médecin désigne les malades, et les chirurgiens se chargent de toucher le médecin. Le médecin ne touche personne. Et les chirurgiens, qui sont des artisans, les médecins sont des universitaires, ils ont fait leurs études à l'université. Les meilleurs sont sortis de l'université de Montpellier, ce qui était le cas de Jean de Queyratz.
Et il confie donc les basses tâches qui consistent à diagnostiquer le mal, il confie cela aux chirurgiens qui souvent, effectivement, en meurent. Il y a un taux de mortalité qui est effrayant chez les chirurgiens comme chez les corbeaux qui transportent les malades. Alors, tout d'abord à Saint-Aubin, comme le premier cadavre et on ouvre Saint-Aubin à ce moment-là, apparemment, si j'ai bien compris. En 1628, on ouvre le cimetière Saint-Aubin. Pas le cimetière, une fosse, tout simplement, à Saint-Aubin. Puis à Terre-Cabade, donc tout près. Donc notre cimetière Terre-Cabade, en fait, contient certainement des ossements de pestiférés du XVIIe siècle. Puis, lorsque la fosse est pleine, eh bien, on se retourne de l'autre côté de la Garonne. Enfin non, pas de l'autre côté, non, je dis des bêtises. Un peu plus loin, au Sept-Deniers, à Bourrassol. Et là, on enferme les malades à cet endroit qui sont laissés à l'abandon. Et là, c'est assez terrifiant. Les capitouls leur rendent visite, mais restent à la porte. Et on leur jette de la nourriture par-dessus le mur qui a été édifié à la hâte. Enfin bon, c'est assez terrible. Quant aux malades que l'on pense pouvoir guérir, ils sont enfermés à l'hôpital. Alors attendez, là, il y a l'hôpital Saint-Jacques et l'hôpital Saint-Sébastien. L'un est pour les pauvres que l'on enferme et l'autre est pour les malades. L'hôpital Saint-Jacques, je pense que c'est pour les pauvres, et l'hôpital Saint-Sébastien, oui, c'est ça. L'hôpital Saint-Sébastien, c'est-à-dire l'actuel La Grave, est réservé aux malades. Et alors peut-être, comme le temps tourne et qu'on va aussi laisser un peu de place à la discussion, quelques mots peut-être sur les aspects médicaux. D'une part, comment envisage-t-on, tu as déjà un peu ouvert le débat en parlant des aéristes et des contagionnistes, comment envisage-t-on la maladie, et notamment les maladies comme la peste, et comment on essaie de lutter contre d'un point de vue médical, si tant est que c'est possible. Alors, les 8 médecins qui font éditer un traité de peste entre 1620 et 1630 commencent tous par la même formule qu'on rappelait tout à l'heure: la peste est un fléau divin. Donc ça, c'est une chose admise. Et alors ensuite, ils se permettent finalement d'essayer de changer le sort, d'essayer de changer la décision divine, et ils se le permettent à grand renfort de remèdes plus originaux les uns que les autres. Et alors, prenons peut-être le bref recueil de remèdes les plus expérimentés pour se préserver et guérir de la peste. Eh bien, on peut dire, pour aller vite, alors c'est un tout petit traité qui est assez facile à lire, sauf quand on... Alors ensuite, peut-être je te laisserai, en tant qu'historienne de la médecine, développer les remèdes, mais les remèdes spécifiques. Enfin, je ne sais pas si tu en as envie, mais alors il y a deux séries de prescriptions finalement de bien vivre comment bien vivre en temps de peste, comment survivre à la peste. Il y a une première série de prescriptions que l'on peut qualifier de collective, c'est-à-dire qu'il faut, si l'on peut, il faut fuir. Sitôt longue et tardé, part tôt, fuis loin et reviens tard. Pour n'avoir de la peste le dard, fuis tôt, va loin et reviens tard. Bon. Donc cette formule qui est déjà connue dans l'Antiquité et qui revient à chaque pandémie, cette formule c'est la meilleure, à suivre pour échapper au mal. Il faut, dit Keratz, il faut empêcher le contact avec les infects. Les infects, c'est ce que nous appelons, nous, aujourd'hui, les cas contacts, c'est-à-dire ceux qui sont soupçonnés de peste. Que l'on distingue des malades, finalement. Donc, empêcher tout contact avec les infects, tenir la ville propre, tenir la ville nette, donc de toutes immondices et autres excréments. Cela veut dire donc que l'on exclut les animaux de la ville, les pourceaux, oisons et lapins qui couraient dans les rues de la ville, eh bien, on les enferme. Cela veut dire aussi que l'on exclut, dans les mêmes textes d'ailleurs, il y a deux textes dans la même période, un des capitouls, l'autre des parlements qui se complètent, où on exclut à la fois les pauvres et les animaux, c'est-à-dire vraiment tout ce qui peut finalement empêcher la purification de la ville. La ville doit être purifiée. Bon.
Alors, ça, ce sont les prescriptions collectives. Quant aux prescriptions individuelles, eh bien, il faut surtout ne pas s'exposer aux mauvais airs. Et c'est là que la théorie aériste ou miasmatique a de beaux jours encore devant elle. On discute encore en 1628 de la validité de la contagion. On ne sait toujours pas vraiment si le fait contagieux peut être établi. Alors, certains, parmi les Toulousains, je crois qu'ils sont tous convaincus, il me semble. Mais encore un siècle plus tard, en 1720, on trouve Pierre Chirac, qui est peut-être un lointain ancêtre de Jacques Chirac, un jour de visite de Jacques Chirac à Conques, parce que Pierre Chirac était originaire de Conques. Et Jacques Chirac a dit que sur son bureau, il y avait une vingtaine de dossiers d'experts généalogistes pour faire le lien entre Pierre et Jacques Chirac. Donc Pierre Chirac, médecin de Louis XV, 1720, il fonce à Marseille parce qu'il ne croit pas du tout au fait contagieux. Et c'est bon. Pourtant un grand médecin, paraît-il. Bon. Et donc, alors, les mesures individuelles, ne pas s'exposer aux mauvais airs, purger le corps de ses superfluités. Alors ça veut tout simplement dire épurger et saigner. C'est-à-dire les vieux remèdes habituels, les remèdes de Diafoirus, qui consistent là, ici encore, à affaiblir l'état physique des Toulousains empestés. Et puis un certain nombre d'antidotes sous forme de décoction de gentiane, de ruta graveolens, donc que l'on retrouve encore aujourd'hui dans les remèdes homéopathiques, qui a pour vertu, paraît-il, j'ai lu ça récemment, la rue a pour vertu d'éloigner les puces. Donc pourquoi pas, observer une hygiène corporelle, notamment, sans faille. Et là, le maître mot, c'est... Enfin, c'est le vinaigre. C'est le vinaigre que l'on met à toutes les sauces, y compris à celle au vinaigre des 4 voleurs, dont certains disent qu'il a été inventé à Toulouse, et puis d'autres pensent qu'il a été inventé bien avant ailleurs. Mais donc, il s'agit de se laver les mains, de se laver le visage, et notamment les médecins, s'ils ne portent pas de bec, on les identifie souvent par le fait qu'ils se promènent en ville avec un grand mouchoir imbibé de bon vinaigre. Voilà ce qui est recommandé. Bon, et puis surtout, Queyras préconise la modération et la sobriété en toutes choses. Donc, boire modérément, manger modérément, faire de l'exercice modérément, se ménager des temps de repos et éviter toutes les passions possibles et imaginables du corps et de l'esprit. Voilà. Et puis, ensuite, on a quelques remèdes inattendus, comme celui d'une poule partagée en deux et posée sur le... Oui, j'ai pas relu mon texte récemment, mais c'est... Je te le retrouve. Je vais le retrouver parce que j'ai noté la page. Oui, c'est alors, on pourra mettre sur la bosse, c'est-à-dire sur le bubon, plusieurs poulets ou poules, toutes en vie, ayant le cul plumé, et les y tenir l'espace de demi-heure en leur fermant le bec, afin qu'ils soient contraints d'attirer l'air par le cul, et conséquemment le venin. Quelques-uns divisent les 10 poulets ou poules par le milieu, et les appliquent sur la tumeur, ce que je ne trouve pas mauvais, dit-il. Bon, il dit aussi à un moment donné qu'il faut que les femmes sont particulièrement sujettes à la peste. Alors là, moi, à mes yeux, il s'est déconsidéré parce que jusque-là, il notait des choses assez intéressantes. Mais là, en fait, il est totalement dans l'erreur puisqu'on a souvent relevé que les femmes s'en sortaient mieux en temps de peste que les hommes. Donc, et alors, il est assez pessimiste quand même, malgré tout. Enfin, il dit qu'il est prêt à découvrir, non pas le vaccin, mais le remède contre la peste, mais il reste quand même assez pessimiste, alors que son lointain ancêtre, Guillaume Bunel, écrivait en 1513, tout en ayant les mêmes réserves et exactement les mêmes pronostics que Queyras. Il écrit quand même en 1513 « Mélancolie, faut fuir ». Joyeuse compagnie à voir. Donc c'est une jolie formule qui met l'accent finalement sur le caractère psychologique aussi de l'épidémie. Et là aussi, ça nous parle. Ça nous parle beaucoup. C'est-à-dire que nous sommes des animaux sociaux, comme on le disait tout à l'heure avec Anne. Et donc nous avons besoin
de créer des liens et de les entretenir. Bon, voilà. Alors peut-être, là, comme le temps tourne, et on pourrait laisser la parole au public en précisant, et je vous invite peut-être à le faire par des questions, que le livre se termine tout naturellement par un certain parallèle entre ce que les Toulousains ont vécu il y a maintenant 4 siècles et ce que nous sommes en train de traverser. Malheureusement, on s'aperçoit de jour en jour que les choses sont loin de se terminer aussi rapidement qu'on le souhaiterait. Et donc, je vais vous laisser la parole. Alors, auparavant, comme on le fait à chaque séance, je vous fais passer une petite liste. Si vous n'êtes pas déjà inscrit, ou si vous souhaitez vous inscrire surtout, vous pouvez vous le mettre, comme ça on vous informera de toutes les manifestations qu'on organise. Donc vous pouvez laisser votre mail, mais c'est facultatif, bien évidemment. Donc je laisse la parole à qui souhaite poser des questions, notamment à la fois sur la période passée et puis sur ce que nous vivons aujourd'hui. Bonjour. Alors, moi, j'ai adoré le livre que je n'ai pas encore fini. J'ai cru que la conférence avait lieu en décembre, donc j'ai des prises de cours. Ah, d'accord. Non, j'ai adoré parce qu'en fait, il y a à la fois des faits historiques et puis que c'est raconté comme un roman et comme une fable. Il y a de l'humour, donc c'est hyper agréable à lire et très facile à lire. Là, il faut remercier l'éditeur et le directeur de collection, parce que ce sont eux qui ont inventé la formule. Et à vrai dire, pour moi aussi, ça a été très, très agréable d'être libéré de nos contraintes scientifiques pures, qui nous contraignent à écrire des choses qui sont peu lisibles parfois. Et là, c'était très, très agréable. Franchement, ça libérer la plume. Ça se ressent pour le coup. Et moi, je voulais revenir sur j'ai été étonnée, et vous l'avez redit là, en fait, qu'il y avait quand même une croyance dans la divinité, que c'était tout ça à cause de Dieu. Et je me dis, en fait, il y a quand même eu l'épidémie en fait, des années 1348 qui sont quand même très célèbres. Vous avez dit là, on peut dire que les Toulousains, voire toutes les générations, subissaient la peste. Et je suis étonnée, en fait, qu'il y ait eu encore, malgré tout ça, et malgré cette répétition, des médecins qui soient encore finalement dans la non-réalité en fait, ou dans la non-expertise, ou dans le manque d'expertise en fait, de la contagion et des faits qui expliquent en fait la contagion et les épidémies, et qui soient encore en fait, qu'il y ait autant de valeurs, des croyances divines. Voilà. Alors, donc je voulais vous poser cette question, comment ça peut s'expliquer? Alors, je donnerai la parole à Didier parce que l'historien de la médecine, c'est lui. Mais juste avant de lui donner la parole, je dirais que le fléau divin signalé en incipit, au tout début du livre, c'est un exercice de style. Enfin, c'est un effet de style. C'est-à-dire, il faut le faire. Si on ne le fait pas, on peut avoir des problèmes. On peut avoir un procès pour hérésie, quoi. On peut avoir de vrais problèmes. Donc, il faut le faire. On passe par là. Mais une fois qu'on l'a dit, eh bien, les médecins exposent librement leur théorie. Et c'est vrai qu'on nage en pleine ignorance. Et ça aussi, finalement, aujourd'hui, on a moins de mal à comprendre cette ignorance. Regardez aujourd'hui, avec les moyens quand même dont on dispose, on est également en pleine ignorance. C'est l'un des points communs. Celui-là, je l'avais pas soulevé dans ma conclusion, mais merci de me le. Voilà. Alors, c'est vrai que, Didier, tu es quand même mieux placé que moi. C'est vrai que les aéristes et les contagionnistes continuent à débattre, mais quand même, là, au XVIIe siècle, quand même, les contagionnistes ont gagné. On peut dire qu'au moins, et c'est d'ailleurs. Je ne sais pas si peut-être que c'était la question suivante, mais on pourrait se demander aussi pourquoi en 1720 la peste disparaît d'Europe occidentale. Eh bien, c'est aussi l'un des effets, c'est-à-dire que tenir la ville nette, comme on disait alors, produit aussi des effets sur l'effet contagieux et notamment sur la présence des rats que l'on ne soupçonne pas. C'est-à-dire on ne parle jamais de rats dans les traités de peste. Alors, en rédigeant ce petit livre, j'ai été voir aussi du côté des autres pestes et du côté de la peste de Londres, par exemple. Il y a des gravures d'un certain, alors comment s'appelait-il, Dunstal ou quelque chose comme ça, de 1665, où on voit des rats courir partout, mais c'est dans Londres, mais on ne les accuse absolument pas de répandre l'épidémie.
Voilà, donc Oui, il y a quand même des avancées. Oui, peut-être pour poursuivre, il faut voir qu'il y a une certaine articulation qui se fait dans les mentalités de l'époque entre le courroux divin, comme Sylvie l'a expliqué, et puis la réalité de la maladie. Parce qu'en fait, si Dieu envoie la maladie, c'est par des biais naturels. Hein, c'est-à-dire, et à partir de là, le médecin peut, sur la partie naturelle, intervenir. Et malheureusement, les explications que l'on a sont tout à fait hors de sujet, puisque la tradition, effectivement, issue de Galien et d'Hippocrate, qui a quand même la force d'exister depuis plus de 2000 ans. C'est-à-dire que toute la médecine repose là-dessus, toute la tradition repose là-dessus. La tradition pèse lourdement sur les mentalités. Donc il n'y a pas de raison de mettre en doute cette médecine, puisqu'elle est vérifiée depuis 2000 ans par les plus grands savants. Donc il y a cet élément qui pèse, et on pensait effectivement que la corruption des éléments qui créaient les mauvaises odeurs était la cause de la maladie, de la même manière que les eaux putrides étaient cause de maladie. Mais c'était uniquement parce qu'il y avait une espèce de décomposition de l'air ou de l'eau qui provoquait cette maladie. Et au XVIe siècle, un médecin italien qui s'appelle Fracastor a émis l'idée, en s'inspirant là de philosophie, par exemple épicurienne, qu'il pourrait y avoir des particules vivantes qui s'échapperaient d'un corps malade et qui iraient par sympathie, parce qu'on jouait beaucoup sur l'idée de sympathie, c'est-à-dire le même allant vers le même, qui irait par sympathie aller se mettre sur, par exemple, le poumon, une particule du poumon évacuée par la respiration, irait se loger sur le poumon par sympathie, puisque de poumon à poumon, il y a sympathie, et par là même, la maladie se dégagerait. Mais c'était purement spéculatif. Donc on ignorait, par exemple, d'abord on ignorait les microbes, les bacilles, etc. Il faut attendre Pasteur. Donc au XIXe siècle, c'est un disciple de Pasteur, d'ailleurs un Suisse, franco-suisse, qui s'appelle Yersin, qui dans une peste en Asie a découvert le bacille qui porte son nom, le bacille de Yersin. Donc, mais c'est en 1894, donc vraiment très proche de nous par rapport à la période qu'on étudie. Et donc, on ignorait que c'était un bacille qui était transporté par une puce qui, en suçant le sang d'un malade, ingurgitait une partie du bacille et qui ensuite, piquant un autre malade, régurgitait ce bacille dans le sang de la personne qu'elle piquait, et ainsi de suite. Et elle s'infectait elle-même, la puce. Voilà. Une maladie de l'estomac, j'avais lu ça. Et ça provoquait d'ailleurs une sorte de renvoi. Elle supportait mal ce bacille, elle le renvoyait, et c'est pour cette raison que la personne qui était piquée, dans un premier temps, elle recevait une sorte de vomi de puce, si je puis dire, qui était infectée. Donc, mais ça, on ne le sait que depuis peu de temps, au regard de la période historique qu'on étudie. Et donc, on était, disons, dans une médecine purement spéculative. Et pourquoi on a fait des progrès ? Ce n'est pas vraiment à cause des médecins, mais c'est plutôt par une espèce d'expérience qui s'est accumulée au fil du temps. Et par exemple, les Italiens ont été en pointe, notamment les grandes villes comme Venise, qui étaient en contact avec le monde entier, enfin, ou en tout cas une grande partie de la planète. Les Vénitiens avaient des ambassadeurs un peu partout. Et c'est les premiers qui ont cherché des informations. Donc, on savait qu'en Égypte, il y avait une épidémie. Ils prévenaient Venise et on interdisait aux bateaux de rentrer. Et on imposait, par exemple, les quarantaines. On s'était aperçu que si on empêchait les gens de rentrer dans la ville, eh bien, il n'y avait pas la peste. Et on a comme ça des villes qui sont épargnées. Alors que tous les alentours sont dévastés par la peste, la ville est épargnée parce qu'elle s'est protégée. Et que par chance, il n'y a pas eu un type comme ce malheureux moine qui est rentré comme ça par hasard, ou un chat, ou un rat qui a pu pénétrer. Et donc, toute une série de mesures, nettoyer les rues, même si on pensait que c'était les bonnes odeurs on faisait brûler des herbes aromatiques, etc. Ce n'était pas les bonnes odeurs, mais parce qu'on nettoyait la rue, elle était moins sale et il y avait moins de propagation de maladies. Donc, de manière empirique, sans trop savoir pourquoi, peu à peu, un certain nombre de pratiques se sont mises en place, de gestes barrières, comme on dirait aujourd'hui, qui ont fait que la maladie a moins circulé. Et le dernier cas à Marseille, en 1720,
Et là, on a pris des mesures draconiennes, on a puisqu'on a construit un entouré mur. la ville d'un mur avec des soldats, et qu'il y a 30 000 Marseillais qui sont morts. Mais la maladie a à peine dépassé la Provence, et le Languedoc voisin, qui avait pris plein de mesures, n'a pas été touché du tout. Donc, mais c'était purement empirique. À propos de Yersin, je vous conseille vraiment un roman que j'ai beaucoup aimé, moi, de Patrick Deville, qui s'appelle Peste et choléra, et qui est en fait une biographie de Yersin, une biographie romancée, mais vraiment très très bien faite, où on voit que Yersin était en fait un élève de Pasteur, et que Pasteur avait pour habitude finalement de laisser dans l'ombre ses élèves. Yersin aurait dû avoir le prix Nobel, par exemple, parce que Yersin a sauvé la planète. Hein. Et bon, il est mort dans une... L'oubli, disons. Dans un oubli totalement injuste. D'autres remarques, oui? Oui, j'ai lu votre livre avec beaucoup d'intérêt. J'y ai, d'une certaine façon, retrouvé l'actualité que nous avons vécue, que nous continuons et que nous allons continuer de vivre d'ailleurs. Bon, avec des différences. Par exemple, moi j'ai passé toutes les périodes de confinement à Toulouse, dans mon quartier habituel, en évitant d'aller à la campagne pour ne pas répandre la maladie. Mais je vis dans un quartier que je vais déclarer, parce que c'est ça, bourgeois. Mais la plupart de mes voisins étaient sortis de la ville. Bon, alors que la différence par rapport à la période de votre livre, c'est que même des pauvres sont sortis de Toulouse au moment de la peste que vous évoquez. Bon, l'autre grande différence, à mon avis, parce qu'il y a des tas de trucs qui se ressemblent, bon, les Marseillais qui inventent des remèdes qui sont aussi cons que certains de ceux que vous évoquez dans votre livre. Bon, mais la grosse différence, c'est l'idée, Dieu n'existant plus, qu'il y a un complot des puissants, des importants, pour diffuser ou faire croire à la maladie. Et au mois d'octobre dernier, j'étais retourné dans un petit village des Corbières dont j'ai l'habitude depuis des années et des années. Et quand je leur disais que j'étais vacciné, bon, ils me répondaient que c'était complètement idiot, qu'en fait, on avait inventé le Covid pour les détruire. L'hypothèse du complot, quoi. Alors j'en ai discuté avec eux, mais je passe pour un idiot. J'ai fait de longues études, paraît-il, et ça donnait rien. Mais j'ai été surpris, quelques mois plus tard, y retournant, de m'apercevoir qu'il n'y en avait plus que 4 qui n'avaient pas été vaccinés grâce à l'influence d'un médecin d'un village voisin qui les convoquait individuellement et qui les vaccinait. Et je n'ai pas encore compris complètement comment le médecin y était arrivé. Alors, Monsieur Péchou, vous avez donc vécu exactement ce qu'ont vécu les bourgeois toulousains qui vivaient dans le quartier où vous vivez, je pense, hein, parce que je ne veux pas trahir de secret, mais voilà, vous habitez le quartier Saint-Étienne. Et alors, le quartier Saint-Étienne n'avait pas été totalement déserté, mais les bourgeois et les nobles qui vivaient dans ce quartier se plaignaient des cris, des hurlements, notamment nocturnes,
des gens de peu qui vivaient dans la rue et qui vivaient là parce qu'ils souhaitaient bénéficier des aumônes des gens les plus aisés de Toulouse, on va dire. Donc Saint-Étienne n'avait pas été totalement déserté par ses élites et était complètement débordé par ces pauvres vagabonds qui sollicitaient les passants. Parce que les pauvres dans ce quartier, ils sont là que saisonniers parce que la plupart d'entre eux sont des Quant au complot, voilà, quant au complot, des dénonciations de complot, on en voit. Enfin, alors, on en lit dans les archives de la peste, c'est-à-dire on accuse les gouvernants d'inventer une épidémie pour faire souffrir le peuple. Et justement, ça me permet d'aborder quelque chose qu'on n'a pas du tout vu là pendant cette petite heure, c'est la désobéissance, le désir de braver finalement l'épidémie. Existe-t-elle vraiment cette épidémie, surtout à ses débuts? À ses débuts, on a tendance il y a un vrai déni. Donc ce déni qu'on observe encore aujourd'hui, effectivement, on l'observait déjà. Et le désir il ne faisait que rire et danser. Voilà ce qu'on peut lire dans les archives des capitouls qui sont affolés justement par le caractère débridé de certaines manifestations, de balles, de mascarades, etc., qu'ils essaient de punir, mais en vain, qui ont lieu malgré tout. Et donc, moi, quand j'ai vu les premières rave-parties en fin 2019, j'ai de suite pensé à ces balles, à ces mascarades qui se déroulaient pendant les temps de peste. Alors c'est vrai que quand j'étais étudiante, donc il y a plus de 40 ans, et que je travaillais sur la peste en Rouergue, je ne comprenais pas trop comment finalement pouvait-on à la fois faire la fête et être en pleine épidémie. Aujourd'hui, 40 ans après, finalement ça ne me choque plus. Oui. Plus ou moins clandestinement, ouais, plus ou moins, parce que ça avait lieu dans la rue aussi, ouais. Et oui, exactement. On ne veut pas y croire, ou on veut ne pas y croire. Oui, alors l'un ou l'autre, ces épidémies comme ça de peste, est-ce que l'on sait le temps qu'elles duraient, et si c'était différent, la durée était différente d'une pandémie à une autre, c'est-à-dire que est-ce qu'elles étaient, voilà. Merci beaucoup, Céline, de cette question, parce que c'est vrai que c'est un thème qu'on n'a pas abordé non plus. Alors, en 2019, quand le Covid nous est tombé dessus, je pense que les historiens étaient les mieux informés sur la durée, parce qu'on était les seuls, et donc on nous prenait pour des fous, on était les seuls à dire « ça va durer ». Parce que, par exemple, celle de 1628, elle se termine en 1632. Alors la durée, effectivement, est variable et elle dépend alors, de tout ce qu'on a dit, là, des mesures d'hygiène, etc., mais elle dépend aussi d'un certain degré d'hygrométrie, de survie nécessaire à la survie du bacille. Donc il faut que l'hygrométrie soit assez élevée. Et donc dès qu'elle baisse, hop, voilà. Et donc c'est entre 1 et 4 ans facilement. Et certaines pestes ont duré même plus longtemps. Et même si on avait avec nous Frédéric Audouin-Rousseau, qui a écrit un très beau livre sur la peste qui s'appelle Les chemins de la peste. Elle développe une thèse tout à fait nouvelle à la sortie de son livre, c'était il y a une dizaine d'années. Elle développe l'idée qui est tout à fait sensée et qui est, à mon avis, la bonne idée, la bonne formule, c'est que la peste reste à l'état endémique de 1348 à 1720. Donc elle est toujours là. Elle est toujours là. Et simplement, elle se réveille à la faveur d'une température et d'une hygrométrie favorable. Et si tu permets. Donc ça va durer, voilà. Didier. Voilà. Un point ou deux là, par rapport. La peste n'a pas disparu, il faut bien le voir. Oui, en plus. La peste, elle est présente à l'état endémique dans des populations de rongeurs de l'Himalaya, de marmottes, je crois, et puis de l'Asie centrale, du côté du Kazakhstan, tout ça. Et donc, et elle est présente aussi aux États-Unis. Donc, de temps en temps, voilà, toujours la Chine. Voilà, alors l'avantage, c'est qu'aujourd'hui, on sait très bien la soigner. Donc, il y a quelques malades, on les soigne et puis c'est fini. Le problème, c'est que sous l'Ancien Régime, on ne savait pas quoi faire. Oui. Et ensuite, un des éléments. Grâce à Yersin, voilà. Toujours pareil. Et ensuite, un des éléments qui favorise, c'est par exemple le contexte. En 1628, on a une guerre
qui touche toute l'Europe centrale, depuis la Lorraine jusqu'à la Pologne, enfin, qui touche l'Italie. Il y a les guerres civiles en France avec les protestants, donc ça va de La Rochelle jusqu'aux Alpes. Lyon est un nœud important de circulation entre le nord et le sud de l'Europe. Donc des armées, des marchands, des vagabonds passent par là, et ensuite ça se répand. Donc, le contexte va favoriser, et dans certains cas, ça va rester une peste assez délimitée. Par exemple, la peste de Londres que tu as évoquée en 1665, elle reste circonscrite aux Pays-Bas, la Belgique et à l'Angleterre. Et elle se termine par le grand incendie en 1666. Voilà. Donc, et elle ne va pas plus loin. Et parfois, par contre, en 1628, pratiquement toute l'Europe a été touchée. Donc, on peut suivre les chemins. Là, les historiens, quand ils peuvent trouver la documentation, on voit les chemins. Et très souvent, effectivement, ça suit les grands chemins des marchands ou les déplacements des armées. Alors, le hasard fait que parfois, ça va prendre des proportions terribles et parfois des proportions moindres. Et puis un autre facteur joue, c'est aussi l'immunité collective. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand la peste a tué tous ceux qui sont les plus sensibles, une partie de la population a réussi à résister. Comme aujourd'hui, le Covid, il y a des gens qui meurent et puis d'autres qui passent à travers sans problème. Oui, puis on ne l'a pas dit non plus, mais il y a deux formes de peste quand même qu'on peut bien distinguer. C'est la peste pulmonaire et la peste bubonique. Et la peste pulmonaire, très certainement le Jacobin, enfin c'est de façon sûre, hein, le Jacobin est mort de peste pulmonaire parce qu'elle est foudroyante. C'est-à-dire là, nul n'y échappe. Et alors que la peste bubonique, qui commence par la formation de bubons, elle est moins mortelle. Elle est moins mortelle et certains en réchappent. Alors, donc, une partie de la population étant immunisée, eh bien, pendant 10, 15 ans, 20 ans, ça protège. Mais au bout de 10, 15 ans, 20 ans, les jeunes sont nés, eux, ils ne sont pas immunisés. Ils forment une partie importante de la population qui redevient réceptive. Et là, il suffit qu'un événement quelconque se produise pour que ça redémarre. C'est pour ça qu'on a ces effets qui touchent une région plutôt qu'une autre, sont plus ou moins étendus. Et puis, 10, 15 ans, 20 ans, c'est par les grandes épidémies. Oui, René. Oui, je voulais poser une question qui me préoccupe depuis longtemps, parce que j'ai enseigné la peste et ces choses-là dans les années 70-80. Et à l'époque, le spécialiste de la peste, c'était le docteur Biraben. Oui, que j'ai rencontré. Bon, d'accord. Oui. Et alors peut-être que j'avais mal. C'était un grand moment. Mais je crois qu'il avait écrit que dans nos pays, la peste avait disparu parce qu'en fait, on avait réussi à s'immuniser. Alors, est-ce que c'est toujours valable ça, ou bien parce qu'il citait effectivement ce que vient de dire Didier. Il citait le maintien de la peste dans l'Asie centrale, mais est-ce que dans ces pays, les hommes sont encore malades de la peste? Est-ce que vous le savez? Oui, tous les ans, il y a des foyers avec... voilà. Oui, mais c'est quand même quelques milliers de morts par an. Là, j'ai pas les chiffres sur moi, mais... Oui, c'est ça. Mais cette question de l'immunisation, est-ce que vraiment... on peut dire, et est-ce qu'on dit aujourd'hui, est-ce que les médecins diraient aujourd'hui que nous sommes définitivement immunisés? Ah non, c'est le même système. D'ailleurs, à partir du moment où tu es en contact avec le virus, tu es plus ou moins immunisé. D'ailleurs, le vaccin est redéfini chaque année comme le vaccin de la grippe. Hein. Le vaccin contre la peste, hein, il le réactive chaque année. Oui. Sylvie, il y a une question qui me vient par rapport à deux choses que j'ai mis en relation. D'abord, à Toulouse, je pense que tu as dit qu'il y avait les contagionnistes étaient majoritaires, donc ils pensaient comme nous. Oui, pas seulement à Toulouse d'ailleurs. C'est une opinion de mieux en mieux partagée, on va dire. Oui, d'accord. Par rapport à Toulouse, je reste sur la ville de Toulouse. Oui. Et par ailleurs, il y a la croyance que c'est un châtiment divin. Oui. Donc il y a des processions, je suppose, je ne sais pas, donc d'où ma question, je suppose qu'il y a des processions un peu massives. Oui. Est-ce qu'il y a des textes qui disent que les contagionnistes
demander à ce qu'il n'y ait pas de procession religieuse pour éviter la contagion. Non, ils n'auraient pas osé, je suppose. Alors, il ne s'exprime pas aussi directement, mais quand il préconise le fait de rester chez soi et d'éviter tout contact avec l'extérieur, en fait, c'est ce qu'ils veulent dire. Alors, à propos des processions, les processions sont autorisées donc en 1628, alors que les foires et marchés sont interdits. Mais petit à petit, quand même, les membres du clergé, notamment, se rendent compte de la enfin, ils se rendent bien compte de ce qui se passe quand les processions ont lieu. Et Montchal, enfin, l'archevêque de Toulouse, qui est donc en résidence à Paris, envoie ordonnance sur ordonnance pour que les clercs ne se mélangent pas aux gens du peuple. Donc, petit à petit, ces processions ne sont plus que celles des clercs, et même les églises, les offices ont lieu dans des églises qui sont fermées. C'est-à-dire que dès 1629-1630, les clercs font des messes, mais sans vraiment de public. Alors, malgré tout, oui. Malgré tout, la religiosité des Toulousains, qui est quand même bien connue, qui est forte, malgré tout, les pousse eux aussi à braver le virus, à braver la peste. Et par exemple, ils vont, tout près d'ici, à la Dorade, ils vont rendre visite à Notre-Dame-Brune. C'est ce que l'on trouve dans les archives. J'ai pensé à toi, René, parce que je sais que tu as beaucoup travaillé sur cette Vierge Noire de la Dorade. Et ils vont donc prier Notre-Dame-Brune et ils vont donc se rassembler contre tous les interdits diffusés par les capitouls, par le Parlement, etc. Voilà. Les pénitents bleu, noir et gris, là. Eh bien, on ne les voit pas trop, les pénitents. Ce sont des bourgeois et des aristocrates. Et oui. Alors, est-ce qu'ils s'enfuient? Sur le terrain, on ne les voit pas vraiment. Ils sont partis. Oui. Là, en tout cas, ils sont pas très très visibles par rapport aux ordres qu'on a cités. Voilà. Donc, il n'y a plus de possession des pénitents. Et non. Ils ont dû s'enfuir à la campagne. Je dis non, mais il faudrait quand même s'en assurer parce que. Mais en tout cas, ils ne sont pas vraiment sur le terrain de la peste toulousaine de 1628. Oui, par contre, là, il y a des religieux qui s'impliquent. Qui s'impliquent jusqu'à la mort, chez les récollets, les cordeliers et les capucins. Mais là, ce n'est pas spécifiquement toulousain. Oui. Oui. J'ai une question. C'était sur l'introduction. Alors moi, je n'ai pas lu le livre encore, mais j'entendais dire que le moine avait réussi à franchir le gué sans présenter ses papiers. Et oui. Nous, ma question, quel type de papiers avaient les gens qui voulaient entrer dans la ville? Parce qu'il n'y avait pas que des moines. Et oui, alors c'est vraiment l'ancêtre du pass sanitaire. C'est une attestation dérogatoire en bonne et due forme. Alors, on n'en a pas sur nous, là, parce qu'on n'a pas d'image. Mais oui, alors, oui, le seul reproche que je fais à mon éditeur, à mon directeur de collection, c'est l'absence d'image dans le livre. Parce que là, effectivement, un passeport de santé, disait-on alors, ou un billet de santé aurait été utile. Tu vois Voilà, mais je vous en montrerai. Sachez que vous allez habiter à un endroit où sous vos pieds vous trouverez des pestiférés. C'était la rue Lance-Foc, c'était un lieu d'enterrement des morts. Oui. Et il faut se rappeler aussi que les villes étaient toutes entourées de murailles, avec des portes qui se fermaient la nuit ou qui se fermaient en cas de crise, de guerre civile, de peste, etc. Donc normalement, il y avait une surveillance. Quand on dit la ville est fermée, elle est vraiment fermée. Il ne faut pas s'imaginer. À la place des boulevards, il y en a encore quelques vestiges. Fermée, mais avec du trafic quand même, du marché noir, dirait-on aujourd'hui. Voilà. Mais je veux dire fermée au point de vue physique. C'est-à-dire il y a des murailles, il y a des portes, des entrées, et puis des surveillances. Alors après... Comme dans toute prison ou dans tout lieu fermé, on peut toujours s'enfuir. Et puis les étrangers, les pauvres qui n'ont absolument pas de quoi se nourrir, essaient de pénétrer dans la ville et notamment de se rendre dans le quartier très prisé de Saint-Étienne en passant sous la muraille, en creusant des tunnels sous la muraille.
Voilà. Peut-être le temps, je crois, a bien tourné. Il est temps de nous restaurer et de laisser la librairie tranquille, en remerciant toujours la librairie Ombre Blanche. Et donc, le prochain, c'est quel jour là ? Le 11 décembre, c'est ? Alors, voilà, le 11 décembre, c'est Pierre Moret, qui est un archéologue spécialiste d'histoire romaine et qui parle de l'or de Toulouse, qui est une légende qui circule depuis l'Antiquité. Toulouse aurait regorgé d'or, qui aurait disparu mystérieusement. Et donc Pierre Moret reprend, qui est un spécialiste de la période, reprend le dossier en étudiant à la fois la réalité des choses, mais aussi toutes ces légendes qui se sont greffées dessus, et savoir un peu ce qu'il faut en conserver et ce qu'il faut en rejeter. Donc on vous invite le 11 décembre à la même heure. Et au mois de janvier, on aura une autre conférence avec Jacques Cantier qui nous parlera de José Cabanis et son entrée à l'Académie française. José Cabanis, qui est un écrivain toulousain bien connu, la médiathèque célèbre sa mémoire. Et donc Jacques Cantier, là c'est de l'histoire culturelle récente de la ville qui à l'occasion, évoquera un peu l'œuvre et la personne de Cabanis. Voilà. Un mot ? Oui. Un mot. Sylvie Mouisset a commis un ouvrage récent où il y a des images. Elle est spécialiste du fort privé, donc ça s'appelle Mémoire d'enfance. Et vous le trouverez au rayon Histoire, à côté de la collection cette année-là. Si tu veux en dire un mot. Et Sylvie, je laisse la parole à Sylvie pour présenter rapidement son livre, mais également je vous précise que Sylvie est à votre disposition si vous souhaitez avoir une petite dédicace avant de sortir. Il y a des livres à l'entrée de Sylvie et des autres auteurs de la collection. Si vous pouvez bien sûr vous pourvoir abondamment en tous ces volumes. Je te laisse terminer peut-être pour présenter ça. Alors juste en 30 secondes, Mémoire d'enfance, c'est le fruit d'un colloque qui a eu lieu à Sorèze et où nous avons collectivement réfléchi à ce que nous portions de notre enfance lorsque nous rédigions nos mémoires. Qu'est-ce que l'on dit de notre enfance ? Donc là, on avait réuni à la fois des historiens, mais aussi des anthropologues, des juristes, des médecins. C'était un moment formidable de partage des savoirs. Et donc, Bernard Sédène, éditeur de Midi-Pyrénéenne, a accepté de publier ce florilège. Et là, effectivement, il a souscrit à notre envie d'avoir beaucoup, beaucoup d'images. Et ça donne un beau livre à offrir pour Noël, par exemple. Et dedans, on y trouve notamment, plein de documents très beaux, mais moi, je dois dire que parmi mes préférés, c'est pas les seuls, mais on y trouve une photo de Michel Perrault. Vous connaissez sans doute l'historienne Michel Perrault, à l'âge de 9 ans. Et une très très belle photo. Et on trouve aussi une photo de Mona Ozouf. Alors Michel Perrault, c'est le studio d'Harcourt, excusez-moi du peu, donc très très belle photo. Qu'elle nous a très gentiment adressée. Et Mona Ozouf, elle nous a envoyé une photo d'elle-même aussi, petite fille, sur des échasses. Alors, donc c'est très drôle aussi de voir Mona Ozouf sur des échasses. Et sachant que ces deux femmes, d'ailleurs, ces deux grandes historiennes, sont amies. Donc c'était bien de les réunir aussi dans le même article sur les mémoires d'enfants d'historiens et d'historiennes. Ça, c'est l'un des articles. Mais vous en découvrirez beaucoup d'autres sur des sujets divers et variés. Il s'agissait de Sylvie Mouisset, autrice de 1628 La peste ou la mort aux trousses, aux éditions Midi-Pyrénéennes, lors d'une rencontre à la librairie Ombre Blanche, samedi 27 novembre 2021, réalisée et mise en onde par Radio Radio.